Monde numérique. C'est vraiment l'accessoire informatique par excellence. Posé à côté du clavier, sur le bureau, avec ou sans fil, aujourd'hui indispensable pour manipuler un ordinateur, la souris informatique. Un truc banal en apparence. Elle est là depuis tellement longtemps qu'on oublie de quand elle date, comment elle est arrivée et surtout à quel point elle a changé notre rapport aux machines. Car avant, dans le temps, pour interagir avec un ordinateur, il n'y avait qu'une solution, il fallait taper des lignes de commande au clavier, dans un langage bien spécifique. Avec la souris, l'informatique est devenue visuelle, intuitive et accessible à tous. Cliquer, déplacer, glisser, déposer, sélectionner, toute une grammaire du numérique est née avec elle. Alors d'où vient-elle, cette fameuse souris ? Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ? Comment fonctionne-t-elle ? Et alors que les écrans tactiles et toutes sortes d'autres périphériques se développent, a-t-elle encore un avenir ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode de Monde numérique. Un podcast sur la souris, il fallait oser. Cet épisode de Monde numérique vous est proposé en partenariat avec Froghands, le pionnier de l'informatique spatialisée. Comme les inventions dont je vous parle dans cette série, Froghands ouvre une nouvelle voie. C'est une manière innovante de diffuser du contenu sur Internet, à travers des sites d'un nouveau genre, plus visuels et plus libres, qui sortent du cadre du web traditionnel. Les sites Froghands sont optimisés pour tous les écrans, y compris les casques de réalité augmentée, grâce à une technologie ouverte, respectueuse de la vie privée. C'est un véritable outil de création propulsé par un nouveau langage basé sur le XML, accessible en bêta à tous les développeurs professionnels. Froghands est un projet français tourné vers l'Internet de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur f2r2.fr. f2r2.fr. Et merci à Froghands de soutenir Monde numérique. Revenons à une époque où l'informatique n'avait rien de personnel. Dans les années 1950-60, les ordinateurs étaient encore de grosses machines, souvent réservées aux universités, aux laboratoires ou aux grandes entreprises. On ne les utilisait pas comme aujourd'hui, face à un écran avec une interface graphique. On leur soumettait des instructions, parfois au moyen de cartes perforées, et puis on devait attendre le résultat. L'idée même de manipuler directement des objets virtuels à l'écran n'était vraiment pas évidente. Pourtant, déjà, à cette époque, certains chercheurs imaginent une autre relation entre l'humain et la machine. Celui qui va permettre un pas de géant dans ce domaine s'appelle Douglas Engelbart. Il est ingénieur au Stanford Research Institute en Californie. Douglas Engelbart et son équipe développent alors un système expérimental très en avance sur son temps, le NLS, ça veut dire Online System, un concept hyper avant-gardiste qui imaginait déjà l'hypertexte, le travail collaboratif, les fenêtres sur écran, la visioconférence et bien sûr, un dispositif de pointage. C'est l'ancêtre de la souris. Alors le grand moment de la souris, c'est en 1968. Douglas Engelbart présente publiquement son système lors d'une démonstration à San Francisco qui restera célèbre jusqu'à aujourd'hui sous le titre de « Mère de toutes les démos ». And in a second we'll see the screen that he's working and the way the tracking spot moves in conjunction with movements of that mouse. I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way and we never did change it. Et oui, parce que ce jour-là, Douglas Engelbart présente une vision de l'informatique totalement révolutionnaire. Un ensemble de nouveautés qui ouvrent véritablement de nouvelles perspectives et qui sont surtout totalement inconnus à l'époque. Notamment, un étrange dispositif qui permet de déplacer un curseur sur un écran et de cliquer pour lancer des actions. Pour les spectateurs de l'époque, c'est carrément de la science-fiction. Alors malgré tout, on est encore loin de la réalité. La souris ne va pas envahir immédiatement tous les bureaux. Déjà, il n'y a pas d'ordinateur personnel, et en plus, les interfaces graphiques ne sont pas répandues sur les ordinateurs. La souris reste donc un rat de laboratoire, si on peut dire. À quoi ressemble-t-elle à l'époque ? Elle n'est pas très jolie. C'est une petite boîte en bois, rudimentaire, avec un bouton poussoir sur le dessus et 2 roues métalliques en dessous. Ces 2 roues permettent de mesurer les mouvements dans 2 directions, horizontalement et verticalement. Quand on déplace la boîte sur une surface, le système transmet ces mouvements à l'ordinateur, qui
qui déplace à son tour un curseur à l'écran. Bon, ça c'est le principe de la souris, tel qu'on le constate et que l'on connaît depuis toujours. Derrière ça, il y a donc un système tout bête de pointage XY. Le nom officiel de l'invention est assez technique d'ailleurs, il s'appelle XY Position Indicator for a Display System. Autrement dit, indicateur de position XY pour un système d'affichage. Bon, évidemment, personne ne va retenir un nom pareil. Et très vite, l'objet est surnommé mouse, souris en anglais, tout simplement parce qu'avec son câble, eh bien, c'est un peu à ça qu'il ressemble. Voilà donc comment cet objet rudimentaire, sorti de la tête de quelques fous furieux de la Silicon Valley, deviendra l'un des symboles de l'informatique moderne. Mais encore une fois, ça va prendre du temps. Il faudra attendre les années 70 et surtout les années 1980 pour que la souris commence à se rapprocher du grand public. Au centre de recherche Xerox PARC de la société Xerox en Californie, des pionniers sont en train d'inventer des tas de trucs complètement fous qui préfigurent là encore l'informatique de demain. On peut y voir des interfaces graphiques, un truc qui s'appelle le réseau Ethernet, un système d'impression laser et bien sûr cette fameuse souris d'ordinateur. Mais Xerox, malgré son avance technologique, ne sait pas vraiment transformer ses innovations en produits commerciaux. Heureusement, un entrepreneur hors pair va passer par là. Un certain Steve Jobs visite le Xerox PARC. Et là, c'est la révélation. Le patron d'Apple s'empare de ses concepts, lui, il va en faire des produits. Ainsi, en 1983, Apple lance le Lisa, un ordinateur doté d'une interface graphique et d'une souris. Le premier de la marque. Bon, ce ne sera pas un grand succès, parce que la machine est très chère, mais l'année suivante, en 1984, sort le produit iconique de la marque, le Macintosh. L'ordinateur devient simple, visuel, humain, et la souris est au cœur de cette promesse. Soon there'll be just two kinds of people, those who use computers and those who use apples. Mais comment fonctionne réellement une souris ? Le principe de base est toujours le même. Il faut convertir un mouvement physique en mouvement numérique. Quand vous déplacez la souris sur votre bureau, l'ordinateur doit savoir dans quelle direction elle va, à quelle vitesse et sur quelle distance. Il transforme alors cette information en déplacement du pointeur à l'écran. Les premières souris utilisaient donc des roues mécaniques. Et puis on a remplacé ça par un système ingénieux à boule, une petite boule en caoutchouc qui faisait tourner deux rouleaux à l'intérieur, un pour l'axe horizontal et l'autre pour l'axe vertical. C'était ingénieux et ça va tenir pendant des années, mais ce n'était pas parfait, parce que la souris à boule, eh bien, elle avait un gros défaut, elle se salissait tout le temps. Et ceux qui l'ont connue s'en souviennent, il fallait régulièrement l'ouvrir pour la nettoyer, parce qu'elle se remplissait de poussière. Heureusement est arrivée la souris optique. Alors là, plus de boule, mais une petite source lumineuse, souvent une LED, et un capteur qui prend en quelque sorte des images très rapides de la surface sous la souris. Ensuite, un processeur compare ces images successives et il en déduit le mouvement. C'est vraiment astucieux. Si les détails de la surface se déplacent vers la gauche, eh bien ça signifie que la souris va vers la droite, et inversement. C'est pour ça qu'une souris optique fonctionne mieux sur certaines surfaces que sur d'autres. Elle a besoin de repères visuels. Et par exemple, sur une table très brillante ou transparente, eh bien, elle ne sait plus trop où elle habite et elle ne marche plus vraiment bien. Enfin, les souris laser sont une évolution de ce principe. Elles utilisent un rayon laser au lieu d'une LED classique, ce qui permet une précision encore meilleure et un fonctionnement sur davantage de surfaces. Les capteurs de souris peuvent avoir plus ou moins de sensibilité. Celle-ci se mesure en dpi, c'est-à-dire dot per inch, point par pouce. Plus ce dpi est élevé, et plus un petit mouvement de la souris produira un grand déplacement du curseur à l'écran. Ça ne veut pas dire forcément que c'est une meilleure souris, mais elle est plus précise, et par exemple pour un joueur de jeux vidéo, un graphiste ou un utilisateur de très grand écran, eh bien c'est intéressant parce que la souris permet d'effectuer des déplacements plus importants sur l'écran sans faire de grands mouvements sur le bureau. Enfin, on distingue les souris filaires à l'ancienne et les souris sans fil. Pendant longtemps, la souris sans fil avait plutôt mauvaise réputation auprès des utilisateurs exigeants, comme les joueurs de jeux vidéo, à cause de la latence dans les mouvements et aussi de l'autonomie limitée, ainsi que des risques d'interférence.
Mais aujourd'hui, les technologies ont énormément progressé et les meilleures souris sans fil offrent des performances excellentes, équivalentes à celles des modèles filaires. Mais la souris, ce n'est pas seulement un capteur, c'est aussi une interface physique. Au début, certaines souris n'avaient qu'un seul bouton. C'était le cas sur les ordinateurs Apple. Et puis, on en a rapidement ajouté un ou deux supplémentaires, notamment sur les ordinateurs IBM. Ça permettait davantage d'action, et notamment le fameux clic droit servant à ouvrir un menu contextuel. Bon, la touche du milieu a disparu assez vite, remplacée par une molette. Une molette apparue plus tard qui permettait d'effectuer un nouveau geste, devenant indispensable notamment avec Internet, le défilement. Faire défiler les fenêtres et les pages de plus en plus longues, c'était vraiment pratique de pouvoir faire ça avec la molette de la souris. Une invention vraiment plus importante qu'elle en a l'air parce que avant, faire défiler un document ou une page web, cela obligeait à utiliser la barre de défilement sur le côté de l'écran. Il fallait viser avec la souris et puis cliquer pour, comme un ascenseur, faire descendre la page. Autant dire que la molette a sacrément simplifié les choses. Certaines souris aujourd'hui vont encore plus loin, elles proposent des molettes crantées, des boutons programmables, des raccourcis et des profils personnalisés. La souris est donc à la fois un objet très simple et aussi de plus en plus un instrument hyper sophistiqué. La souris a donné naissance à toutes sortes de variantes. Le trackpad, par exemple, cette surface tactile sur laquelle on déplace son doigt qu'on trouve sur tous les ordinateurs portables. Trackpad ou pavé tactile en français, ça allie l'intuitivité du doigt avec la précision du pointeur sur l'écran. On a vu aussi apparaître d'autres dérivés comme le trackpoint, bouton de pointage en français, un petit bouton tactile, souvent placé au milieu du clavier. Et puis il y a aussi le trackball, c'est une sorte de souris inversée. En fait, l'objet reste fixe, mais il y a une grosse boule que l'on fait tourner avec le pouce, utilisée notamment dans certaines applications graphiques. Malheureusement, la souris a aussi ses inconvénients. Elle a notamment donné naissance aux troubles musculo-squelettiques. Vous savez, ces douleurs qu'on peut ressentir au poignet ou même carrément dans le bras, parfois jusqu'à l'épaule, à cause d'une utilisation prolongée dans une mauvaise posture. Du coup, on a inventé les souris dites ergonomiques, verticales, qui placent la main dans une position proche de celle de la poignée de main et qui permettent de réduire les tensions. C'est ce que j'utilise personnellement depuis des années, après avoir beaucoup souffert avec des souris traditionnelles. Mais si la souris a rendu l'informatique plus démocratique, elle a aussi changé la manière de penser les logiciels. L'interface graphique a rendu l'ordinateur moins intimidant. Ça a permis à des millions de personnes d'utiliser ces machines sans avoir à apprendre des commandes complexes. Mais ça a aussi masqué le fonctionnement du système. Car en simplifiant, si la souris rend plus accessible l'informatique, grâce au visuel, elle rend aussi moins compréhensible le fonctionnement réel d'un ordinateur. La souris, c'est un outil d'abstraction. Par exemple, supprimer un fichier en glissant une icône vers une corbeille, c'est complètement irréel d'un point de vue informatique. Ça n'existe pas matériellement. Ce ne sont que des images que l'on fait bouger sur un écran. Du coup, on a peut-être un peu moins la maîtrise de ces machines. Mais bon, c'est le prix à payer, sans doute, pour une véritable démocratisation de la technologie. Reste une question, avec la multiplication des écrans tactiles aujourd'hui, aussi bien sur les smartphones, les tablettes que les ordinateurs, ou également des interfaces vocales, la souris a-t-elle encore un avenir ? En réalité, il semble bien que oui, car malgré l'explosion du tactile, la souris ne parvient pas à disparaître. Elle se porte toujours aussi bien. C'est parce qu'elle offre en fait beaucoup plus de précision qu'un doigt sur un écran. Et contrairement à ce que pensait Steve Jobs, qui rêvait peut-être de remplacer tous les systèmes de pointage par celui que nous possédions de manière naturelle, expliquait-il, le doigt, en fait, la souris, on n'arrive pas à s'en passer. Même les casques de réalité virtuelle ou augmentée
permettent aujourd'hui d'interagir de manière différente, avec le suivi du regard, avec des gestes virtuels dans l'espace. Il y a aussi les manettes, voire les interfaces neuronales expérimentales. Tout cela pourra peut-être un jour ringardiser la bonne vieille souris, mais disparaîtra-t-elle pour autant ? Rien de moins sûr. L'histoire des interfaces montre que les anciennes technologies ne s'effacent pas toujours au profit des nouvelles. Le clavier n'a pas disparu avec la souris. La souris n'a pas disparu avec le tactile, et le tactile lui-même ne remplace pas la voix, qui elle-même ne remplace pas tout le reste. Bref, chaque interface a ses forces et ses faiblesses. Alors demain, dans un monde piloté par l'IA, on aura peut-être moins souvent besoin de cliquer sur des menus complexes. Mais dès qu'il faudra corriger précisément un détail, sélectionner une zone, ajuster une mise en page, piloter un logiciel professionnel ou naviguer rapidement dans un environnement dense, la souris gardera sans doute toute sa pertinence, jusqu'à ce que l'on puisse peut-être un jour réellement penser comme un ordinateur. La souris en tout cas pourra encore évoluer. On voit déjà des souris hybrides qui mêlent boutons programmables, capteurs en tout genre, reconnaissance des gestes, etc., etc. Bref, l'avenir de la souris, ce n'est peut-être pas d'être l'interface universelle, mais ça restera sans doute encore longtemps, un peu comme le tournevis ou le marteau, l'outil le plus efficace dans de nombreuses situations. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout comprendre, la série spéciale de Monde Numérique qui vous explique les technologies du quotidien. Si ça vous a plu, ne ratez pas les prochains épisodes et aussi les anciens si vous les avez ratés.